Bah, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être là. Je suis Cédric Massona, je suis le cofondateur d'Auréa. Je voulais remercier déjà tous pour votre présence. Je voulais également remercier nos amis et nos partenaires qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui pour cette table ronde. Je vais les présenter dans quelques instants. Et un merci particulier à Brevo qui nous accueille aujourd'hui dans ces magnifiques locaux. Euh, je pense on est très très bien pour cette séance. On a de la chance aujourd'hui parce qu'en fait, on a dans cette table ronde, on a plusieurs grands acteurs de la tech. On a Auréa d'abord, non je plaisante. On a Google, on a Shopify qui sont très en pointe sur les sujets d'agentique commerce. On a Brevo qui est donc un acteur du CRM et de la fidélisation client qui est une licorne depuis le mois de décembre, donc bravo. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est clé, qui est le sujet de l'agentique commerce. Donc c'est un peu le buzzword, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, nous, ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros FOMO, cette peur de manquer, cette peur d'être en retard autour de l'IA, autour de l'agentique commerce. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, chaque semaine, il y a une nouvelle plateforme d'IA qui va annoncer qu'ils ont découvert le feu. La semaine d'après, il y a Claude qui prend le contrôle de votre ordinateur. La semaine d'après, il y a Claude Code qui annonce quelque chose. Le lendemain, c'est Gemini. Bref, c'est un foisonnement permanent. Du coup, c'est à la fois très excitant et aussi, je ne vais pas dire effrayant, mais en tout cas, on se dit, OK, par quelle bouche je dois le prendre? Et donc aujourd'hui, nous, le sujet, c'est de se dire comment est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est sur ces enjeux-là et comment est-ce que on peut structurer et on peut avancer sereinement sur ces sujets. Quand on parle d'agentique commerce, alors nous, on a une acception assez large de l'agentique commerce. Pour nous, c'est pas juste le commerce qui est fait par des agents et donc de l'achat autonome de science-fiction. C'est de l'achat qui est influencé par l'IA. C'est vraiment ça, donc c'est-à-dire des humains comme vous et moi qui vont faire des recherches dans Gemini, dans le chat GPT, dans Copilot, voilà, je les cite tous, c'est la première fois, mais également ensuite des humains qui vont utiliser des assistants qui sont plus autonomes, comme par exemple Sparky chez Walmart aux États-Unis, ou des agents qui vont être complètement autonomes, à qui vous donnez un certain nombre de tâches et de scénarios, et qui vont faire l'achat pour votre compte. Donc c'est vraiment tout ça qu'on entend par agentique commerce. Et pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est un sujet qui est si important? En fait, on a mis 3 chiffres. Nous, on est convaincus que l'IA, elle transforme radicalement le commerce. Donc ça, c'est notre conviction très profonde chez Auréa, et c'est pour ça qu'on avait à cœur d'organiser cette table ronde. Le premier chiffre, c'est le marché global, le business de l'agentique commerce d'ici 2030. McKinsey l'estime à peu près 5 trillions de dollars. Donc c'est colossal. On n'est pas sur quelque chose de, on va dire, à la marge, c'est vraiment quelque chose de majeur. Il y a une slide tranquille, hein. Voilà, c'est juste pour qu'il y ait une photo avec vous et des chiffres derrière. Le deuxième, c'est que au début, on se disait l'IA, les moteurs d'IA, c'est juste quelque chose pour poser des questions, chatter, etc. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est une étude de 2025, donc fin 2025, c'est que l'IA, les consommateurs l'utilisent pour rechercher des produits. Donc, c'est vraiment, ça a un rôle assez actif. On va en parler aujourd'hui du funnel, mais il y a plus de la moitié des gens qui utilisent des IA aujourd'hui pour avoir des recommandations produits et être aidés dans leur choix. Et il y a un dernier chiffre qui est interne parce que je n'ai pas trouvé d'études probantes là-dessus, mais en fait, c'est que l'IA, elle modifie aussi les opérations, donc pas que les consommateurs, mais vraiment comment vous opérez dans votre business, comment vous opérez votre e-commerce. Et nous, on le voit sur certains projets, en fait, l'IA nous permet en fait d'avoir des gains de productivité qui sont colossaux parce que des choses qui prenaient beaucoup de temps à faire, en fait, cette intelligence, on peut la mettre dans des IA, dans des agents. Et aujourd'hui, ça donne un gain de productivité colossal. On a beaucoup entendu parler en ce début d'année des gains phénoménaux sur la partie développement informatique. Et donc, c'est un des exemples où la productivité est très forte, mais ce n'est pas du tout lié, on va dire restreint au sujet de dev. Donc, on va parler d'agentique avec à la fois les consommateurs, mais également sur la partie opération. Je crois qu'on a un petit quiz. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que si... Ah oui, parfait. J'ai eu peur là, je l'avais pas dans mes slides. Donc, ok, on va faire un petit quiz. 5 petites questions pour savoir un peu où vous en êtes sur la partie agentique. Donc, je vous laisse le scanner et après, je vous présente les stars qu'on a avec nous.
Vas-y, prends mon siège. Donc, ce qu'on voit, on a plutôt une audience en exploration avec une star très à l'aise. On se retrouve au café pour cette personne-là après. Ok, donc on voit que c'est un sujet qui est encore en exploration chez vous. Pour certains, c'est encore flou. Donc l'idée, on va passer un peu de temps pour expliquer où on en est et ce que c'est, et ensuite pour comment est-ce qu'on actionne. Good. On a d'autres questions? Ah ouais, c'est bien fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez une IA? Là, attention s'il y a du rouge. Ok. Donc assez intéressant de voir qu'il y a de l'adoption très marquée sur certains sujets, qu'il y en a qui ne l'utilisent pas. Donc hyper intéressant aussi de comprendre les freins que peuvent avoir certains de vous. Euh, donc ça peut-être dans la partie Q&A, moi je suis hyper intéressé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément envie d'utiliser ces outils en tant que consommateur ou en tant que pro. Et on voit, alors c'est pas la fiabilité de l'étude de 2025, mais si on a 29 participants et 16 qui recherchent activement des produits, on est quasiment aux 50% qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est plutôt pas mal. Les chiffres se tiennent. On passe à la suivante. Donc là, c'est une question vraiment sur l'IA qui est appliquée au commerce, donc pas sur des cas d'usage, on va dire généraux de est-ce que vous l'utilisez pour vous inspirer, écrire des contenus statiques, mais vraiment liés au commerce. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, avec déjà pas mal de cas d'usage. Un tiers d'entre vous qui ont déjà déployé plusieurs cas d'usage, d'autres qui sont en POC, et pas mal sur la roadmap aussi. Ok, très bien. Alors, sur les freins aujourd'hui à activer ces sujets, ouais, donc il y a une grosse partie sur à la fois le ROI et sur le fait d'avoir une orga, des équipes qui sont prêtes avec le change management. Ok, super intéressant. Il y en a une dernière ou pas? Dernière. Et donc la dernière, la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui votre marque est recommandée? Attention, on va tout tester, on aura les emails après. Ok. Quasiment un tiers qui sont déjà bien actifs sur le sujet, parce que normalement ça arrive pas par hasard, donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes actives. Et pour certains, c'est encore une question. Donc top. Bah, du coup, ça donne une audience avec des enjeux, des enjeux et des sujets assez différents. Donc je pense que ça va être super intéressant. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a pas de sujet où il faut être expert pour se questionner là-dessus. Donc, je vous invite vraiment à poser les questions à la fin. Et à la fin de la table ronde, on prendra quelques questions. Enfin, on prendra les questions à la fin de la table ronde. Et ensuite, on aura un temps d'échange et de démo à la fin de la journée, à la fin de la matinée. Hop, voilà, tu peux revenir, Antoine, si tu veux, c'est quand même plus sympa. Et je vous propose qu'on commence. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné, j'ai le plaisir d'être accompagné par trois personnes qui vont nous parler d'agentique commerce. Donc, premier, Antoine Buzy, qui est tout simplement en charge de l'agentique commerce chez Google en Europe.
Donc merci de ta présence et ça va être très intéressant de voir aussi comment ça se passe aux États-Unis, qui est un marché qui est pas mal en avance à certains égards. On a Quentin de Shopify sur la partie partenariat. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Shopify est pas mal avancé ces derniers temps sur la partie agentique commerce. Et on a Charlie Hydra qui est fraîchement arrivé chez Brevo en charge de la data et de l'IA. Je l'ai bien dit? Parfait. Chez Brevo. Et donc, on avait à cœur d'avoir des représentants de l'ensemble du funnel aujourd'hui. Donc, on va commencer. Et d'ailleurs, la table ronde, on va la traîner comme un funnel marketing, en commençant par la partie découverte et visibilité. Et donc, moi, la première question, elle est pour toi, Antoine. En fait, on connaît tous Google et en France, en plus, il y a une très forte part de marché de Google depuis longtemps. Il y a une très bonne adoption. Google a toujours été la porte d'entrée la porte d'entrée du web, la porte d'entrée d'Internet, le rendez-vous le rendez-vous, on va dire, automatique. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que l'IA, elle transforme la manière dont un consommateur il découvre une marque ou un produit. Oui, alors déjà, bonjour à tous. Effectivement, donc le moteur de recherche traditionnel, on le connaît tous, on l'a tous vu grandir et on l'a tous adopté. Aujourd'hui, il y a les LLM qui arrivent. Les chiffres sur la recherche produit, donc on est à 47%. Sur de la recherche plus classique, on est plutôt vers les 12%, 10-12%. Donc les LLM prennent une vraie part de marché, donc il faut se poser les bonnes questions. Et ça veut aussi dire qu'il y a 9 requêtes sur 10 qui existent encore sur des moteurs de recherche traditionnels. Et là-dedans, effectivement, Google a une bonne part de voix. Donc ce qu'on a fait depuis 10 ans, quand on s'est déclaré AI First Company, c'est qu'on a mis de l'IA au service de ces recherches et au service des expériences utilisateurs un peu partout. Je pense notamment par exemple à Google Lens, où si j'aime beaucoup tes chaussures, je vais prendre une photo. Ça va me permettre de rechercher la marque, des informations de prix, où est-ce que je peux le trouver à proximité ou en ligne avec une livraison dans les 2 minutes ou dans 3 semaines. Donc ça, c'est un premier usage de l'IA qui donc depuis quelques années arrive. Un autre usage, pas en France malheureusement, mais on a AI Mode ou AI Overview qui vont permettre de dialoguer finalement avec ce moteur de recherche et de faire des recherches beaucoup plus complexes. On n'est plus sur une recherche de robe rouge, on va être sur une recherche de robe rouge pour un mariage à Marseille cet été en juillet. On donne beaucoup plus de détails et puis on va être capable du coup d'alimenter un peu cette recherche et de donner directement d'autres filtres ou d'autres détails pour avoir une réponse beaucoup plus pertinente. Donc ça existe déjà, on l'a mis en place et ça permet d'être un socle fantastique pour le LLM derrière, puisque les recherches avec LLM vont marcher drastiquement de la même manière. On recherche en dialoguant, en s'inspirant, parfois juste en posant une question. Quel type de lampe pour un intérieur scandinave? Et ben, derrière, on va nous proposer des styles différents et pourquoi pas des produits qui vont aller se présenter derrière. Et donc, on peut passer d'une inspiration à un acte d'achat assez direct. Donc ça, c'est un des points voilà, fondamentaux dans le changement. Comment maintenant faire en sorte d'être visible? Donc on entendait qu'il y avait quelques marques qui étaient déjà très visibles dans les moteurs IA, d'autres qui se posaient un peu la question. Un des points fondamentaux, c'est de s'assurer que le LLM comprenne bien vos produits et les bonnes informations. C'est-à-dire qu'en fait, si je tire un trait très rapide, il faut que le flux produit soit robuste et le plus complet possible pour qu'en fait, il y ait un maximum d'informations qui soient passées, que cette robe qu'on va chercher pour l'anniversaire, on sache qu'elle est de la couleur rouge, c'est la base, mais il y a beaucoup de marchands qui oublient de mettre les attributs aussi simples. Et puis, il faut qu'on sache que c'est pas une robe en laine, que c'est pas une robe d'hiver et que du coup, pour un mariage en été, à Marseille, il va falloir quelque chose de plus léger. Ok, donc moi ce que j'entends, c'est que du coup, les IA sont vraiment présentes dans la phase, enfin il y a un vrai réflexe pour de la recherche produit en haut de funnel, quand on recherche une marque, quand on recherche des produits, donc en plutôt notoriété, considération. Tu disais que pour être présente, pour être recommandée, il y a un enjeu de flux produit. Du coup, moi, la prochaine question, elle est pour Quentin. C'est vous êtes les spécialistes des produits, puisque votre métier, c'est
c'est de propulser des technologies, enfin propulser des marchands pour qu'ils vendent leurs produits en ligne et pas qu'en ligne d'ailleurs, de manière omnicanale. Euh, on a entendu des annonces à la NRF en janvier à New York, avec notamment l'annonce de l'UCP, donc du protocole Unified Commerce Protocol, ou Universal Commerce Protocol, pardon. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, Quentin, comment est-ce que du coup Shopify participe à donner à voir justement ce flux produit au LLM? Oui, bien sûr. Donc, l'UCP, c'est effectivement Universal Commerce Protocol qui a été co-développé par Google, Shopify et d'autres gros acteurs du commerce aussi. Je pense à Walmart, Etsy, etc. Euh, En gros, c'est une langue commune pour faire en sorte que les agents IA et l'infrastructure commerce puissent se comprendre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, les agents IA, si vous voulez, quand ils voulaient des informations sur un site internet, sur un produit en particulier, ils allaient se connecter de manière ad hoc avec le site du marchand. Donc, résultat des courses, ça faisait potentiellement des données qui pouvaient être obsolètes, des données de prix qui pouvaient être fausses, en tout cas pas à jour, des données de stock qui pouvaient aussi être fausses, ou enfin voilà, en tout cas, c'est des données scrappées qui sont valables à un instant T et pas forcément en temps réel. Et l'UCP vise vraiment à standardiser tout ça. C'est-à-dire de manière fiable et donc structurée. Donc, faire en sorte que cette donnée de votre catalogue produit soit fiable et structurée. Donc, les agents IA vont être capables. En fait, on vient définir comment un agent IA va être capable d'interroger votre catalogue produit pour bien comprendre votre produit. Tu parlais des attributs de couleur, par exemple. Ça en fait partie. Des attributs potentiellement de saisonnalité aussi. Mais pas que. Ça va aussi être les données de prix en temps réel, les données de stock en temps réel, puisque si une IA vous pousse un produit qui n'est plus disponible sur votre site internet, bon, ben, ça crée de la frustration, bien évidemment. Mais ça va aussi être plus loin. Alors, je sais pas, je crois que c'est pas encore tout à fait live, mais c'est prévu pour très vite, très bientôt. Tout évolue très vite. C'est la possibilité aussi de comprendre tout le système de promotion, le système de programme de fidélité. Donc moi, je suis un client fidèle de telle marque, je passe par un agent IA, je peux rentrer mon programme de fidélité et tout ça est compris en fait par l'agent. Euh, Et du coup, par rapport au flux aujourd'hui Google Shopping, du coup, c'est un deuxième flux, en fait, c'est ça? Peut-être c'est plus peut-être pour toi, Antoine. Alors, c'est pas un deuxième flux. Nous, notamment, le branchement sur Google se fait toujours via le Merchant Center. Donc, c'est une brique ultra importante et un point de passage, je dirais presque obligatoire. L'idée, par contre, c'est que donc ce flux doit être bien plus enrichi pour permettre de répondre à un autre type de demande actuelle. Et ce qui va se passer, c'est que ce flux va permettre la discoverabilité. Donc, on va être en mesure de montrer un produit et de montrer qu'il est en stock. Par contre, au moment où il va y avoir un acte d'achat, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, c'est là où le protocole UCP prend toute sa valeur et on va interroger les sites web, les API, etc. en temps réel pour récupérer le bon prix, s'assurer qu'on ait le bon stock, les bons délais de livraison, etc. Et nous, en face, on envoie les informations du client, la carte de paiement, l'adresse de livraison, etc. Ok. Alors vous avez vu, hein, on n'a pas parlé de GEO. Alors c'est peut-être un mot que vous connaissez, hein, qui consiste à parler de référencement dans les moteurs LLM. Le GEO, nous on l'apprécie comme quelque chose comme le référencement global de la marque, des contenus de la marque. Mais là, vraiment, le focus aujourd'hui, c'est de dire les produits. C'est-à-dire que vous êtes une marque qui vend des produits. C'est bien d'avoir vos contenus qui sont cités, d'avoir votre marque qui est recommandée. Mais là, le sujet, en fait, pour demain gagner en agentique commerce, c'est comment est-ce que vos produits sont interprétés comme des produits par les LLM avec tous les bons attributs pour que demain, ils puissent être achetés. Donc, quand je parle de produits, c'est produits et services. Mais on est vraiment un peu plus bas que le référencement, on va dire, de marque ou de contenu. On est vraiment plus bas sur la partie produit. Antoine, peut-être, est-ce que tu peux nous donner une petite vision de ce qui se passe aux États-Unis? Il y a beaucoup d'annonces, on sait qu'il y a plein de choses
sont live. Et Quentin, si tu veux compléter avec plaisir, sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'agentique commerce aux US? Oui, donc effectivement, il y a l'UCP qui a été annoncé, on pourra y revenir. On a aussi lancé ce qu'on appelle le Business Agent. Donc, le Business Agent, c'est un ambassadeur finalement d'une marque ou d'un marchand qui va être invoqué au moment de la page de recherche Google et qui va ouvrir une sorte de chatbot qui va être nourri uniquement des données du site web et du flux Merchant Center. Donc on aura toutes les infos du produit. Et donc ce chatbot va permettre de répondre à des questions clients type mon magasin sera-t-il ouvert à 19h30 quand je sors du travail? Quel est le numéro du service client? J'ai un problème sur mes conditions de retour. Et donc là, il va y avoir tout un tas d'informations. Donc en fait, ça fait un peu un palliatif à un service client qui peut être soit difficile à trouver, soit pas ouvert parce qu'il est 23h et que j'ai une recherche un peu immédiate et c'est le seul temps que j'ai dans ma journée. Et puis bien sûr, on va pouvoir lui poser un tas d'autres questions sur les produits, savoir pour organiser un camping, quand je suis sur le chat de Decathlon, qu'est-ce qu'il faut que je prévois et quels sont les produits qu'on me recommande. Et donc à partir de là, j'aurai des tas d'informations, je peux bien sûr interagir et je peux finir ma transaction si je le veux sur le site du marchand. Donc en fait, c'est un super vendeur quelque part qui connaît tout ce qui en tout cas en libre accès est donné par la marque pour interagir avec l'utilisateur. On essaye de penser un peu plus loin et de donner la possibilité aux marques et aux marchands de donner plus d'informations. Donc ça arrivera dans un temps un peu plus lointain, mais en tout cas aujourd'hui, on a déjà cette expérience qui est live aux US pour les marques et pour les utilisateurs américains. Ok. Tu veux compléter, Quentin ou... On a quelque chose un peu similaire, enfin pas tout à fait, mais on a nous lancé Shopify Knowledge Base qui permet à nos clients de pouvoir en fait véhiculer certains messages comme par exemple la disponibilité du service client, la manière de gérer les retours, la manière de gérer les livraisons de manière structurée pour qu'ensuite les agents puissent avoir ces informations-là et que vous ayez une sorte de contrôle sur ce qui peut être dit et éviter les hallucinations des agents IA. Parfait. Alors moi j'ai une question pour toi, Charlie. Alors on est un peu en haut de funnel, donc les questions pour Charlie, elles arrivent un peu plus tard, mais j'en ai quand même une. Aujourd'hui, on voit du coup que les IA, les moteurs IA amènent du trafic qualifié en fait sur des sites, parce que la transaction se fait pas systématiquement dans les moteurs LLM. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'IA, elle aide à capturer cette intention et à en faire un contact CRM qu'on va pouvoir exploiter par la suite? Oui, alors, effectivement, hein, si on revient un petit peu, aux choses basiques, hein, à la fin, on veut quand même que le client arrive sur notre site et puis qu'il il valide son panier, hein. Et d'où qu'il vienne, Brevo, nous, on représente, la plateforme de, relations clients unifiées. Donc ça veut dire que quand un client va arriver, on va pouvoir capter directement les signaux, et immédiatement créer, en fait, un profil CRM anonymisé. Et chez Brevo et dans d'autres plateformes CRM, mais en tout cas, chez nous, on a à cœur d'avoir une multitude d'outils, donc tous les canaux sont à disposition. Donc ce profil qui est anonyme au départ, vous allez avoir à cœur, vous, de le rendre non plus anonyme, mais identifié. Et donc d'engager la conversation. Donc là, on parlait beaucoup d'agents conversationnels. Brevo propose le sien, évidemment, avec pareil, une IA qui vous permet de prendre la parole. Et à partir du moment où il y a un formulaire qui est rempli, il y a un acte d'achat qui est fait, eh ben, ce profil anonyme devient un profil identifié. Et c'est là que l'histoire continue, évidemment, hein, parce qu'on a tous vécu des grandes révolutions au niveau du marketing digital. Hein, on a eu l'ère du search et de la performance, on a eu l'ère sociale, on a eu l'ère mobile. Et en fait, à chaque fois, moi, que j'ai vu ces révolutions, j'ai vu que les marques qui s'en sortaient aussi, c'était celles qui s'appuyaient sur leurs acquis, sur leurs appuis. Et votre base client, ça reste interagir, engager, prendre la parole, converser avec votre base client. Ça reste un actif extrêmement important quand il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'inconnus. Donc, de la même façon que chez Shopify et de la même façon, voilà, Brevo vous aide à prendre la parole. Brevo vous fournit des knowledge base, la capacité à engager la conversation avec un customer que vous connaissez et dont vous avez un profil data extrêmement riche.
Et c'est cette combinaison de la collecte de data et l'IA qui permet d'être pertinent. Du coup, on va avoir un sujet dans les prochaines années qui consiste à dire où est-ce que va se passer la transaction. Est-ce qu'elle va se passer en fait dans les LLM, donc à l'extérieur de votre écosystème, ou est-ce qu'elle va se passer sur le site? Aujourd'hui, Quentin, par exemple, chez Shopify, vous prenez un virage, c'est une question, enfin, vous semblez prendre un virage pour pouvoir être en capacité de traiter la transaction dans les LLM, alors qu'aujourd'hui, votre cœur de métier, en fait, c'est d'avoir ce que vous appelez des storefronts, donc qui sont des sites, des fronts où les humains vont acheter. Comment est-ce que vous gérez cette dualité entre amener du trafic sur un site et faire la transaction, ou bien faire la transaction dans les LLM? Alors, Shopify, on est la colonne vertébrale du commerce, premièrement. Donc, en fait, peu importe où la vente se fait, on la capture. Historiquement, on a vraiment voulu ouvrir tous les canaux de vente. Je ne sais pas si vous vous souvenez du buzz du métaverse à une époque. Je sais que ce n'est pas le sujet du moment, mais même si ça n'a pas trop marché, avec Shopify, en fait, c'était possible de commander, de faire de la prise de commande dans le métaverse, pareil dans les jeux vidéo, etc. Donc, si on revient sur la partie agentique, l'agentique commerce, finalement, c'est un nouveau canal de vente. Donc oui, chez Shopify, c'est inévitable qu'on le propose à nos clients. Maintenant, je ne pense pas que le site internet partira. Et si on peut parler de prise de commande. Mais juste avant de parler de prise de commande, donc le canal agentique, c'est un nouveau canal de vente, mais c'est aussi une nouvelle audience. Et là, on n'est pas sur l'audience qu'on connaît. Ici, c'est une audience non pas d'humains, mais c'est une audience d'agents. Donc, il faut être capable de leur parler. Et donc, nous, chez Shopify, tout va d'abord passer par cette partie-là et par le Shopify Catalogue. On parlait de découverte de produits. Le catalogue Shopify est structuré et optimisé pour parler de manière structurée et optimale au LLM. Pardon, juste le catalogue Shopify, pour que tout le monde comprenne, c'est le catalogue des marchands, de tous les marchands qui vendent. Ce n'est pas un catalogue unifié, c'est tout à fait, c'est bien celui de tous les e-commerce. Quand vous êtes e-commerçant et que vous avez un site sur Shopify, vous avez votre catalogue Shopify. Voilà. C'est vrai qu'on appelle ça Shopify Catalogue. Et donc ce catalogue est optimisé, structuré, voilà, ça je l'ai dit. Et donc sur la prise de commande, c'est vrai que maintenant on voit qu'elle va être de plus en plus déportée dans les LLM. Le but, c'est de pouvoir être capable de le faire. On est déjà live sur ChatGPT. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. Si, tu peux en parler maintenant, mais c'était ma question d'après. C'est qu'on a vu ChatGPT, OpenAI, qui est revenu en arrière sur un certain nombre d'annonces, justement sur le fait que l'achat allait se faire dans les LLM, sur le fameux Google. Pardon, désolé. Le shopping assistant, qui était un mode de recherche assez long, où vous disiez par exemple, je cherche des chaises pour mon salon, et vous aviez un espèce de robot pendant 5 minutes qui allait chercher, qui vous montrait des photos, vous disiez si vous aimez, vous n'aimez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Donc ça, ils ont annoncé plutôt revenir en arrière là-dessus, et également sur une partie de la transaction. Ça, du coup, c'est quoi le signal qu'on doit interpréter? C'est que la transac, elle ne va pas se faire dans les LLM? Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion autour de ça. Ce qui s'est passé, c'est que ChatGPT s'est essayé et a expérimenté un checkout natif. Vous aviez peut-être vu passer la news, c'était les 4% de frais de transaction. Faut bien payer les serveurs. Ils sont revenus en arrière et ils ont admis qu'en fait, ils ne savaient pas faire la partie checkout. Devinez quoi? Shopify, nous, on sait faire cette partie checkout. Donc en fait, le client, l'utilisateur final sera toujours en mesure de faire la prise de commande sur ChatGPT. C'est juste que ChatGPT, maintenant, au lieu d'avoir son checkout natif, fonctionne en mode referral. On vient de lancer, c'est tout récent, en partenariat avec ChatGPT, la partie navigateur intégré. C'est-à-dire que quand vous êtes un client aujourd'hui, vous avez la chance d'être déjà sur Shopify, sur ChatGPT, vous pouvez faire de la prise de commande. La découverte du client, la découverte produit se fait directement dans ChatGPT. Lorsqu'il appuie sur un bouton pour commander, c'est un pop-in, donc toujours dans ChatGPT qui s'ouvre et c'est votre site internet sur Shopify. Ça ne change rien pour le client final.
En revanche, pour vous, en tant que marchand, ça change pas mal de choses puisque vous allez être le merchant of record. Désolé, je fais de l'anglicisme, mais ici, ça veut dire que en fait, c'est votre donnée, toi qui est sur la partie data, c'est votre donnée, c'est votre client. Il n'y a pas d'intermédiaire pour la partie transaction. La transaction se fait directement chez vous. Nous, Shopify, on identifie que ça vient de tel canal, comme ça pourrait devenir du canal Facebook ou autre. Ça vient de ChatGPT, ça vient de Gemini, ça vient de Copilot. Et une autre chose que ça change, c'est que vous gardez quand même la main sur la partie expérience utilisateur. Chose qui a été peut-être une grande source d'inquiétude ou de doute pour beaucoup. Lorsqu'on parle de transactions dans les LLM, c'est OK, très bien. Bah, moi, je me suis embêté à créer tout un branding sur mon site ou même de ma marque pour qu'au final, la prise de commande soit faite. C'est juste un catalogue produit back-office qui est lu par une IA. Et puis, à part mon produit qui est montré d'une certaine manière, il n'y a pas de branding associé. Bon, et bien là, sur la prise de commande via ChatGPT, ça ouvre en fait le pop-in donc, de votre site internet et c'est votre funnel de vente avec votre propre branding. Donc là-dessus, c'est là où on voit le marché arriver. Hein, il y aura de la prise de commande et avec ChatGPT, ça sera de cette manière. Ouais, donc c'est assez intéressant parce qu'on lit les news rapidement, on a l'impression qu'ils sont revenus en arrière. En fait, ils ont abandonné la brique checkout et ils la laissent à des acteurs existants comme vous et potentiellement d'autres demain. Et donc ça veut dire que pour les marques qui vendent sur ChatGPT, Gemini et consorts, ça veut dire que du coup, elles ont capacité à collecter la data client, à processer la transaction. Donc c'est plutôt, on va dire, le commerce est moins disrupté avec ça. C'est plutôt une bonne nouvelle pour, je trouve, pour les marques et les marchands. J'ai une question pour toi, Antoine. On parle d'agentic commerce, donc des humains qui utilisent des moteurs IA, mais il y a aussi des agents qui font des tâches de manière complètement autonome et qui achètent. Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est déjà une réalité? Je veux bien ton éclairage là-dessus. Oui, alors c'est déjà une réalité aux US, encore une fois. On a lancé donc avec Etsy et Wayfair, qui sont deux des partenaires aussi bien avec Shopify, qui nous ont aidés à co-créer cette expérience. Et donc, un utilisateur peut soit faire directement une requête produit, soit encore une fois une requête inspirationnelle et tomber dans un funnel d'achat produit. Et donc dire, OK, achète-moi ce produit. Et donc, on va aller interroger la base de Wayfair ou d'Etsy, donner les informations du client et faire une transaction en 30 secondes maximum. Donc, on n'est plus sur les 5 minutes de recherche complètement désespérante. Et donc, il y a un checkout qui se fait, qui est natif, qui laisse aussi le merchant of record, c'est-à-dire que toutes les informations sont passées à Etsy ou Wayfair pour faire le fulfillment, la livraison et la gestion du client. Et l'expérience, elle commence où? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pardon, elle commence donc sur AI Mode et sur Gemini aujourd'hui. Donc dans Google. Dans Google. L'intérêt, c'est qu'avec le protocole UCP, ça va s'ouvrir à toutes les autres surfaces. On peut penser à YouTube, on peut penser à d'autres surfaces qui vont arriver un peu plus tard. Et puis surtout, comme c'est universel, si demain ChatGPT veut prendre cette solution, ils peuvent s'intégrer. Et donc ça, c'est essentiel. De la même manière, on va travailler avec des Salesforce, avec des Commerce Inc., donc qui ont annoncé récemment vraiment vouloir prendre possession du protocole pour être sûr que leurs clients puissent aussi voir cette expérience. Donc ça existe déjà. C'est une première brique qui est pas suffisante, on va pas se mentir. Ça répond à un besoin utilisateur immédiat, c'est sympa. Mais déjà, quid si je veux rajouter un deuxième article dans mon panier? C'est pas si trivial à faire, on est en train de le faire, ça a été annoncé récemment, donc le protocole accepte ça maintenant, il faut le déployer. De la même manière, carte de fidélité, je suis chez Sephora, j'ai une carte de fidélité qui me ramène plein de points que je peux aussi burner pour avoir des réductions. J'aimerais bien pouvoir en profiter. Ça, c'est annoncé aussi. On va beaucoup plus loin qu'une simple transaction. On redonne la voix à la marque et au marchand pour qu'ils puissent justement mettre en avant toute sa valeur ajoutée et reprendre possession de manière active de cette transaction et pas juste en faisant un listing qui va être pris ou pas pris. Là, il va pouvoir montrer des vrais atouts.
Ok, super excitant. On a hâte que ça arrive en France. Oui, nous aussi, et ça va demander un petit peu plus de temps. On est en train de réfléchir à quels sont les autres géos sur lesquels on va déployer rapidement. Il y aura des annonces qui vont être faites bientôt. On l'espère en tout cas. On essaye aussi, bien sûr, donc, comme je disais, d'amener toutes ces autres features. Et donc, tout ça, ça prend un temps pour que ce soit bien fait, bien adopté. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, l'UCP, c'est un protocole qui est ouvert. Donc, tout le monde peut participer. Et notamment, on est en train d'essayer de penser à d'autres verticales dès maintenant. Et là, on est sur du commerce, mais on peut penser assez rapidement aux services, au voyage, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est justement travailler avec l'écosystème pour avoir des feedbacks, des retours, des besoins, et que eux aussi co-développent tout ça, et que ce ne soit pas juste nous, dans notre coin, qui répondons à une partie du besoin, mais que vraiment ce soit adopté par tout le monde. Canon. Je voudrais qu'on aille un peu plus bas dans le funnel au niveau de la rétention. Et la question, et ensuite de l'orchestration. La question, elle va être pour toi, Charlie. Peut-être question un peu plus large. Comment est-ce que l'IA, toi qui est expert de ces sujets, elle a impacté la manière de travailler la rétention, de travailler la fidélisation et plus largement l'animation client? Comment profitons d'être ici et d'être avec toi pour avoir peut-être un petit pas de recul et comprendre comment ça impacte ça. On a beaucoup parlé d'achat, mais je pense que c'est très intéressant pour ceux qui sont là de comprendre comment ça a impacté. Ouais, et je crois pas qu'on prenne un pas de recul parce que on vient de parler de parole, la parole, votre parole, donc de garder la parole. On parle de record, donc le layer of record, d'être les possesseurs de vos propres reports. Et tout ça, ben, c'est notre sujet. C'est la data et surtout comment est-ce qu'on engage nos clients. Et là-dessus, effectivement, qu'un achat se fasse euh, dans une interface nouvelle ou chez Shopify, avec qui on est très connecté, et il y a énormément d'échanges de données entre nous, donc il y a une intégration qui est très forte, ou sur un autre site. En tout cas, il y a un moment ou un autre où le client est là et l'engagement avec l'IA, il est révolutionné. Et c'est exceptionnel de vivre ce moment parce que je dirais que bêtement, aujourd'hui, ce qui nous manquait le plus, peut-être, c'était le temps. Et avec l'IA, la capacité en fait à crafter un message qui est adapté à la situation particulière d'un client, donc de mixer la data, ce qu'on sait du profil, avec à ce moment-là le dire ok, ben voilà comment je dois l'engager. Et donc c'est le bon message, mais c'est aussi le bon canal et c'est le bon moment. Et donc là, nous on voit des changements qui sont exceptionnels, hyper enthousiasmants. Et donc sur notre plateforme, où on peut adresser tous les canaux, on peut créer aussi bien des emails que du WhatsApp, que du SMS, que du push, que du wallet. Il y a un moment où... et puis on a toute cette data qui est à disposition, on peut segmenter. Tout ça, c'est mature, ça marche. Et il y a un moment où la limite, en fait, c'est le temps. Et donc aujourd'hui, faire un message, un bon message, un message exceptionnel, et bien maintenant, c'est tellement plus rapide. Et donc, on ne pense plus 1, on pense 10, on pense 100. Et ce rêve de l'ultra-personnalisation, maintenant, il est là. Et donc, que ce soit créer des workflows, des automations qui sont complexes, assistés par l'IA, que ce soit les revoir, que ce soit les monitorer. Et donc, aujourd'hui, on a déjà un set de features qui est beaucoup plus riche et qui permet de gagner énormément de temps. Et ce qu'on est en train de construire, ça change le game, quoi. Et donc, là, c'est super excitant. Donc du coup, si je comprends, l'IA, aujourd'hui, vous l'utilisez beaucoup pour permettre de personnaliser le contenu des messages de manière complètement automatique, où il y a besoin d'un humain en fait qui vient revoir chacun des contenus, ou est-ce qu'en fait là vos clients ils font confiance en fait à l'IA là-dessus? Alors, on a différents moments où l'IA vient. Donc, le premier layer, c'est en fait l'acte classique qu'on avait au sein de notre plateforme. L'IA vient augmenter la qualité. Donc, je vous prends un exemple tout simple, hein, créer un email ou créer un message. Et bien là, bon, la génération, on est sur de l'IA générative. Bon, la génération du contenu, on est toujours avec un humain qui le fait, mais c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus efficace et qualitatif. Après, ça peut être de la configuration de plateforme. Pareil, ça va plus vite. Et puis, le niveau 2, c'est quand on met à disposition de l'IA cette information et qu'elle va, là, elle-même prendre des décisions.
Donc aujourd'hui, ça peut être de l'IA prédictive en disant, bon ben voilà, on adapte des segments en fonction du profil, ou ça peut être dans des workflows de dire, OK, ben, au moment où un utilisateur va rentrer dans ce nœud-là du workflow, il y a une IA qui a une intent, qui a un prompt et qui va pouvoir prendre des décisions. Et donc, ouais, on a les deux niveaux et on est déjà en train de voir les niveaux 3 et les niveaux 4. Donc, ça, c'est vraiment vertigineux. Ok, je crois qu'on aura des petites démos après avec les équipes de Brevo si vous voulez creuser le sujet. Je pense que c'est intéressant de voir les choses. Moi, personnellement, il y a 3 mois, j'ai eu une démo par j'en parle beaucoup à l'équipe, mais j'ai eu une démo de Claude Code dont on entendait beaucoup parler depuis pas mal de temps. J'ai eu une démo en live par un CTO qui l'utilisait déjà depuis quelques mois, etc. La force de la démo permet de voir les choses et de comprendre profondément le changement. Donc, on a organisé à la fin, pendant un post-table ronde, il y aura 3 stands pour vraiment pouvoir poser vos questions, voir les choses en vrai, etc., pour que ce soit très concret par rapport à ce qu'on vous a présenté. Pour revenir à l'orchestration, moi j'ai une question pour toi, Quentin. Aujourd'hui, vous avez sorti un truc chez Shopify qui s'appelle Sidekick, qui est un copilote, intégré, donc un assistant IA intégré dans le back-office de Shopify, donc qui est accessible pour les marchands qui utilisent Shopify, alors que nous, on utilise beaucoup pour nos clients. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que de votre point de vue, ça va devenir la pierre angulaire, cet agent IA qui orchestre, la pierre angulaire des opérations e-commerce? Comment vous voyez le futur de l'orchestration et des ops e-commerce? Je pense que la réponse, tu la connais. Tu utilises le mot copilote, c'est vrai que c'est un copilote, au-delà d'être juste un assistant, c'est aussi un assistant qui peut être proactif, un peu comme ce que tu décrivais côté Brevo. On a lancé récemment, mais c'était en décembre, quelque chose qui s'appelle Sidekick Pulse. Alors, pardon, Sidekick, si vous avez compris, hein, c'est l'assistant IA de Shopify. Nous, on le voit aussi comme un co-directeur e-commerce opérationnel. Et donc, Sidekick Pulse, en fonction des données de votre site internet, va vous faire des recommandations d'optimisation. Ça peut être, écoutez, faites de l'A/B testing si votre livraison n'est pas gratuite, mais faites de l'A/B testing sur un certain seuil de panier, 100 € par exemple, testez la livraison gratuite et on va analyser le comportement et s'il y a une amélioration de la conversion. Donc ça, c'est de la proactivité. Et si je prends un petit peu de recul sur la vision de Shopify, de Sidekick, alors là, c'est mon interprétation. Je ne suis pas Toby de Shopify. Mais je pense que Shopify a vraiment Sidekick comme dans le viseur et comme vraiment fer de lance de la plateforme. Quand Sidekick a été lancé, c'était peut-être il y a 1 an et demi. C'était un petit pop-up, il fallait le trouver dans le menu. Aujourd'hui, Sidekick peut être mis en full mode, hein. Donc en fait, vous pourrez très bien vous connecter sur votre site Shopify et n'utiliser que Sidekick. Sidekick, pour donner des exemples concrets, c'est modifier ma home page parce que c'est Pâques et que je veux avoir une home page avec je sais pas, des petits œufs à la place de mes menus. J'en sais rien. Je ne suis pas directeur e-commerce, vous le voyez, mais typiquement, ça, vous pouvez le faire auprès de Sidekick. Ça peut être aussi demander des dashboards, des rapports analytiques. Donc, vous, quand vous faites vos rapports, vous pouvez le faire directement dans Shopify avec Sidekick. Ça peut être aussi créer des custom apps. Je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais crée-moi une application sur mon back-office Shopify qui permet de créer des bundles de produits qui vont bien ensemble, complémentaires, avec un code promo. Voilà, et générer un QR code pour chaque bundle. Typiquement, ça, Sidekick vous le code, vous n'avez pas besoin de passer par une agence pour le faire. Et j'irai un tout petit peu plus loin, puisqu'on n'a pas trop parlé de MCP. MCP, c'est comme une API, si vous voulez, qui se connecte donc entre un service et un autre. Une démo qu'on a pu voir, nous, l'année dernière, lors de notre séminaire à Toronto, et qu'on verra peut-être très bientôt cet été aussi, lors de notre nouveau séminaire, c'est la manière d'utiliser Sidekick avec tout l'écosystème tech autour. Donc, il y a des intégrations, par exemple, avec Brevo, avec des outils de CRM, où typiquement, vous demandez à Sidekick, très bien, je veux identifier mes clients qui ont commandé pour plus de 1 000 € l'année dernière et qui, aujourd'hui, cette année, n'ont toujours rien commandé chez moi.
Donc ce segment, il est créé. Ce segment, et après, il peut être envoyé directement dans Brevo. Un scénario de marketing automation peut tourner puisque ce segment, c'est le point de départ d'un scénario de marketing automation. Et tout ça, c'est fait de manière automatique. Alors, il y a peut-être eu un prompt avec Sidekick, bien évidemment. Mais après, tout ça est fait de manière automatique et vous avez un scénario de marketing automation qui tourne directement sur Brevo. Donc, il y a vraiment cette volonté-là d'utiliser Sidekick, non pas uniquement pour votre site de e-commerce, pour votre Shopify, mais aussi pour toutes les applications qui gravitent autour de votre activité e-commerce. Une toute petite précision technique, je pense que c'est un super exemple que tu donnes, Quentin. Cette histoire de serveur MCP, effectivement, c'est une histoire de connectivité entre différentes plateformes et c'est un super exemple. Nous, effectivement, on a cet échange de données natif qui fait que vos données dans Shopify sont aussi chez nous. Au moment où des serveurs MCP, des agents discutent avec des serveurs MCP, donc par exemple là, l'agent Sidekick va discuter avec le serveur MCP de Brevo qui dit toc toc, j'aimerais que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Il lui donne des instructions. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que votre donnée, elle, n'est pas échangée à tout va. Et échanger la donnée, ce serait un sujet. Donc votre layer of record, lui, il a été transféré et il y a eu une connexion native entre Shopify et Brevo qui fait que ce que tu racontes devient possible. Donc, il faut bien faire la distinction entre où vit la donnée et où est-ce qu'elle est collectée et où est-ce qu'elle est stockée. Et c'est un asset qui est important parce que de la donnée vient la pertinence. Et ensuite, toute l'interactivité dont on parle et la connectivité. Et c'est vrai que cette histoire de serveur MCP, ça crée des use cases. Donc, avoir des plateformes qui sont ouvertes est particulièrement important. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle la partie orchestration agentique. On voit beaucoup de littérature là, ce premier trimestre aux États-Unis avec Y Combinator, Sequoia Capital, A16Z qui sont des fonds, des fonds qui ont lancé quelques belles startups où en fait qui aujourd'hui dans leur thèse en fait est qu'on rentre dans une ère agentique. Dans l'économie des agents, et que du coup la notion de copilote va s'effacer au profit de celle de l'autopilote. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est une bonne question à garder en tête de se dire demain, est-ce que cette tâche-là, en fait, est-ce que l'enjeu c'est d'augmenter mes équipes ou de m'augmenter avec un outil, avec de l'IA, ou est-ce qu'en fait c'est de déléguer une partie du travail à une IA que je vais venir orchestrer, mais par contre l'intelligence va être mise dans un agent et c'est lui qui va faire le job, et moi je n'aurai que le jugement. Donc ça c'est, je vous invite à lire un petit peu ces sujets-là, c'est assez intéressant le PO parce que en vrai, ça va déjà très vite. On n'a pas déjà tout mis en place, qu'on nous explique que le copilote s'est dépassé et qu'il faut aller sur l'autopilote. Donc voilà, je vous donne ça, je vous donne ça un peu comme matière à réflexion. Moi, on approche de la fin de la table ronde. Je voulais qu'on parle concrètement de ce qu'on peut actionner pour les personnes qui sont et les décideurs qui sont présents ici. Concrètement, est-ce que chacun à tour de rôle, est-ce que vous pouvez donner un, deux, trois conseils concrets de ce qui serait intéressant de regarder, de faire pour mettre un pied, on va dire, davantage dans l'agentique commerce, là, demain, vendredi, quand vous retournez au bureau? Qui veut commencer? J'ai le micro, donc je commence. Moi je vois un premier chantier qui, je pense, est entièrement réalisable. C'est rendez vos données lisibles par une machine, donc pas par des humains, mais par des agents IA. Donc un petit test que vous pouvez faire vendredi, vous pouvez même le faire sous forme de prompt, hein. C'est analyser votre catalogue produit et regarder si une IA est capable de comprendre ce que vous vendez. Je trouve que tu as donné un exemple super intéressant tout à l'heure sur la robe rouge en été. Est-ce qu'un agent IA est capable de comprendre que tel article que j'ai dans mon catalogue est un article de saisonnalité, par exemple? Est-ce qu'il est capable de comprendre mes prix, mes promotions? Alors, on a vu que ça allait arriver après, mais mes prix, la gestion de stock, etc. Et si la réponse est non, c'est que c'est un chantier à entamer dès maintenant. Alors là-dessus, je fais un tout petit peu d'autopromo. On vient de développer un outil chez Auréa que j'avais à cœur qu'il soit disponible, il était en test, qu'il soit disponible aujourd'hui. En fait, on a développé un outil qui est un audit de votre maturité agentique, agentique commerce. Donc, vous pourrez le trouver sur notre stand et pour tester votre site, si justement votre site il est
compris, il est accessible par les IA dans une optique agentique. Donc ça, vous pourrez le tester gratuitement tout à l'heure avec l'équipe. Merci Quentin. Ouais, Simulateur que nos commerciaux utilisent désormais. écoute, avec plaisir. Merci. Effectivement, moi, je ne vais pas complètement me répéter, mais le flux produit, la donnée, c'est super important. Pour aller peut-être un tout petit peu plus loin, du coup, c'est se poser les vraies questions au-delà d'un audit, de se dire est-ce que je suis visible, est-ce que je suis éligible, c'est-à-dire qu'est-ce que mes produits, par exemple, passent sur Shopping, ce qui est une première étape, bien entendu. L'étape d'après, ça va être de se dire quelles sont les données que j'ai sur mes produits aujourd'hui chez moi que je ne transfère pas sur une expérience e-commerce, un manuel d'emploi, des tas d'autres informations d'utilisation du produit. Et ça, c'est une réflexion du coup, comment les rendre transférables vers un catalogue produit, que ce soit le Merchant Center ou un autre, pour que derrière, les utilisateurs puissent comprendre et trouver vos produits. Donc ça, c'est très important. Et puis après, si vous avez déjà un business qui tourne aux US, il y a des choses à regarder par rapport à l'UCP notamment. Et donc ucp.dev, c'est une bonne source pour ça, pour se renseigner, pour comprendre comment vont interagir les différents éléments de votre site e-commerce et de votre business, euh, pour être sûr que toutes les briques soient déjà prêtes éventuellement. Euh, pour pas mettre trop de pression non plus, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en 2026, il y ait 40% de votre business qui passe en agentique commerce, etc. Ce sera plus de l'additionnel qui va prendre un peu de temps, le temps de se construire. Mais les bonnes discussions et recherches au niveau de la data, je pense, sont les points clés. Parfait. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, tout ne va pas transiter du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est la vélocité de comprendre cet écosystème nouveau, puisque c'est ce qui ne représente peut-être pas un avantage compétitif concurrentiel aujourd'hui, le sera vraiment demain. Voilà. Charlie? Et donc ouais, alors, moi je suis tout à fait d'accord avec vous 2 hein, sur cet aspect, de dire, bah, aujourd'hui c'est difficile d'être stratégique, on est obligé d'être tactique. Peut-être que la meilleure façon d'avoir une stratégie dans l'IA, c'est de construire un environnement dans lequel vous pourrez rester agile. Et donc, c'est là où moi je reviens sur cette histoire de n'oubliez pas que l'IA, c'est aussi, un sujet sur lequel vous devez garder l'engagement avec vos consommateurs. Vous devez garder la parole. Il y a quelque chose de très simple, c'est de vous demander, «Tiens, bah, aujourd'hui, si je prends tout le profil CRM d'un de mes clients et que, je fais un test et que je dis: "Bah, tiens, qu'est-ce qu'une IA peut m'en dire?"», vous serez surpris du résultat. Donc déployer la puissance de l'IA dans votre capacité à engager une conversation pertinente avec le client, c'est c'est mon conseil et je dirais que là-dessus, on sait que l'IA n'est aussi pertinente que la valeur de la data. Enfin, une IA ne sera pertinente, je reprends ma phrase, allez, une IA ne sera pertinente que si la data que vous lui donnez, le contexte que vous lui donnez est pertinent. Donc on parle beaucoup de context engineering. Le contexte, vous l'avez, gardez la parole, intensifiez votre parole, rendez-la plus pertinente. Super. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Je voulais qu'on prenne un peu de temps pour que vous puissiez échanger avec eux. Et donc, on va prendre quelques questions ici devant tout le monde. Et puis ensuite, on peut continuer la discussion un peu plus tard. Donc, bah, je vais donner mon micro à qui souhaite poser des questions à nos chers intervenants. Allez, qui veut se lancer? Thomas. Alors, moi, j'ai une question sur la conduite du changement, parce qu'en fait, là, on a parlé que de sujets techniques. Or, bien souvent, dans les boîtes, dans les grosses boîtes qui sont un peu, fonctionnent un peu à l'ancienne, on aborde le sujet beaucoup par le GEO, comme tu le disais. Donc, on aborde le sujet beaucoup par le marketing, etc., etc. Mais il n'y a quasiment jamais les aspects techniques qui sont réellement abordés. Donc, dans les différentes personnes avec qui vous travaillez, est-ce que vous voyez des bons modèles d'organisation pour bien prendre le virage? Alors moi, je suis assez éloigné
des clients, parce que je suis sur la partie partenariat. Donc peut-être que je prêche ma paroisse, mais nous, chez Shopify, on l'a beaucoup identifié, cet enjeu d'accompagnement du changement. Et on travaille avec des agences, dont Auréa, qui sont aussi là pour identifier tous les chantiers et vous aider sur cette partie-là, conduite du changement. Mais effectivement, c'est un des grands freins. Je pense qu'il y a deux grands freins. Le premier, c'est la donnée. On en a parlé. Et le deuxième, c'est ça change de manière assez structurelle la façon dont on pouvait travailler avant. Je ne sais pas si toi, Cédric, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Mais... Bon. Ouais, nous, ce qu'on voit généralement, c'est qu'il y a un besoin business et un besoin effectivement support technique. On travaille beaucoup main dans la main avec nos équipes cloud qui ont une compréhension des infrastructures qui sont aujourd'hui en place, des différentes équipes qui ont besoin de ces infrastructures. Et donc, on va essayer de comprendre quels sont les bons leviers à activer avec eux. Donc il faut une partie toujours business qui doit être aussi là pour dire bah oui, là j'ai un réel besoin, ou en tout cas si mon réel besoin n'est pas encore là, si je veux m'engager dans une expérience future, il va me falloir des éléments quand même primordiaux. Et donc derrière, avec le service technique, on va être en mesure d'identifier quels sont les changements à apporter. Peut-être en complément, Thomas, nous, ce qu'on voit chez nos clients, souvent, il y a un premier sujet, souvent, c'est la logique de use case. Donc, en fait, identifier des cas d'usage qui sont pertinents, sur lesquels l'IA pourrait venir faciliter les choses. Donc, soit après, c'est une personne qui est en lead sur le sujet, donc qui est ambassadeur, avec ensuite des référents dans les différents services. Soit ça peut être un service à part entière qui fait ça, mais souvent, c'est une logique on va dire, pluri-ambassadeurs et ensuite des représentants dans les différents services. Et ce qu'on voit sur les use cases, c'est de dire, en fait, il n'y a pas un enjeu à écrire la feuille de route tout de suite à 3 ans avec les 100 use cases qu'il faut faire, mais c'est déjà de se dire, OK, dans les différents services, c'est quoi les gros trucs sur lesquels on passe du temps, sur lesquels on voit qu'on n'a pas craqué l'utilisation de l'IA là-dessus. Je prends un exemple très simple, mais dans une direction commerciale, ça va être la capacité à faire des devis. Enfin, en fait, ça commence par là pour faire monter en compétence les équipes et leur faire adopter un certain nombre d'outils de cas d'usage. Et après, donc ça, c'est un premier sujet plutôt approche cas d'usage. Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui sont des sujets plus structurants. Parce que typiquement, mettre en place une infra, ou on va dire améliorer son flux produit, donner à voir son catalogue à des LLM, c'est des chantiers qui sont un peu plus gros, qui demandent du coup un leader de projet, une volonté d'entreprise de le faire. Mais du coup, il y a un enjeu d'identifier ça comme quelque chose de stratégique. Et du coup, moi, je pense que des échanges comme ça entre pairs, entre experts, permet aussi de voir quels sont les chantiers, les briques qu'il va falloir poser dans les prochaines années. Et j'aimais beaucoup ce que tu disais, Charlie. L'enjeu, c'est de rester agile parce qu'aujourd'hui, il y a certaines technos qui sont là. Donc, peut-être que demain, ce ne seront pas exactement ces mêmes technos, ces mêmes protocoles. Donc, l'enjeu, c'est de se dire, OK, quelle est la direction qu'on prend, mais comment est-ce qu'on se laisse de l'agilité, on ne se lock pas intégralement avec une IA ou un service provider. Next question. Vous avez beaucoup parlé justement de cette partie agentique commerce. Il y a une brique dont on a mentionné dans le sondage sur la partie héroïste, qu'on n'a pas beaucoup abordé ou qu'on n'a pas du tout abordé. J'aimerais justement qu'on revienne sur cette partie-là. Aujourd'hui, vous mettez en place l'agentique commerce à différents niveaux. Est-ce que vous avez des use cases que vous souhaitez partager avec une valeur héroïste qui a été appuyée et éprouvée et si oui, comment? Alors non, désolé. C'est très naissant, donc on essaye de construire effectivement. Là, je le disais tout à l'heure, de manière très transparente, on a construit la première brique, une transaction, un achat, un checkout et derrière un fulfillment. C'est basique et c'est pas suffisant. Donc il va falloir maintenant qu'on s'attelle à construire d'autres expériences qui vont être beaucoup plus un miroir de tout ce qui a été construit dans les 20 dernières années sur le e-commerce. Donc très humblement, il faut qu'on prenne le temps d'arriver là. Et peut-être que d'ici 3 ans, on se dira, OK, qu'est-ce qu'on a créé comme valeur? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi que ce protocole il soit ouvert, qu'on y aille petit à petit pour bien comprendre quels sont les enjeux. Un acteur du luxe n'aura pas les mêmes enjeux qu'un acteur mass market. Il faut qu'on comprenne tout ça et qu'on n'arrive pas avec un bulldozer en disant on a la solution, c'est super, et en 6 mois, on a retourné tout le marché. C'est pas la bonne approche, je pense.
ça va prendre du temps. On veut transformer ces 20 ans, 25 ans en quelques mois, quelques années, mais il faut quand même garder un tout petit peu euh, de, de sécurité. Alors nous, on a quelques chiffres, je crois, sur Copilot. Je les ai plus de tête, je suis désolé, mais c'est sur une presse sur mon ordinateur. Donc, et je pense qu'Astrid a peut-être la présentation aussi. Quel Non, teasing. quel teasing. Non, c'est pas pour que vous veniez nous parler. Alors, c'est sur Copilot, on a fait un POC actuellement aux US sur 5000 entreprises, de manière très humble aussi. Je crois que sur 10 000 découvertes produits, il y a eu un pourcentage comme 4% ou 5% de passage à l'acte d'achat. En revanche, sur les métriques, on voit que ça augmente. Je crois qu'il y a une augmentation de trafic, je sais plus, mais je peux partager la presse après coup à tout le monde, Ouais, c'est bien intéressant. évidemment. C'est pas des chiffres qu'on communiquera forcément, donc ça reste confidentiel. Mais voilà. Et il y avait aussi une partie augmentation, je crois, de panier. Voilà, mais je ne veux pas dire de bêtises. J'ai 2 chiffres à partager. Globalement, ce que je discutais avec des experts là, de ce début de semaine, ce qu'on voit, enfin, ce qui se dessine, c'est que potentiellement, en fait, comme il va beaucoup de la partie recherche, considération va se faire en fait en amont dans les LLM, les gens qui vont arriver sur votre site vont être mieux informés et déjà un peu plus bas dans le funnel. Donc aujourd'hui, ce qui se voit, c'est que l'engagement et la conversion en fait des consos qui viennent depuis ChatGPT, Gemini, Copilot, en fait, est plus élevé que la moyenne. Donc, du coup, c'est-à-dire, on a une meilleure conversion sur ces profils-là. Donc, c'est intéressant d'essayer de driver du trafic sur mon site depuis ces sites-là. Après, donc ça, moi, je vous engage à bien traquer le trafic qui vient de ces sources de données et de regarder du coup l'attribution et la conversion par canal pour voir en fait s'ils performent mieux que votre trafic organique ou que votre trafic paid. Donc ça, c'est un premier élément. Et j'ai oublié le deuxième. Donc, Et alors moi j'en ai un deuxième du coup, hein. Donc traquer évidemment, et ça c'est quelque chose que évidemment nous on enregistre tous ces signaux, donc il y a un nouveau trafic, il y a un nouveau canal d'acquisition si je puis dire qui apparaît. Mais après il y a un bon taux de conversion, peut-être un peu meilleur, mais optimisez-le. Prenez la parole avec ces gens-là. Donc quand on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive avec cette source de trafic, déclenchez un agent conversationnel, évidemment celui de Brevo. Et puis derrière, effectivement, dites-vous que bah, voilà, s'il y a un panier qui est abandonné, faites une relance. Donc oui, c'est un trafic qui est précieux et c'est un trafic qu'il faut optimiser au maximum. Et ça, c'est une démarche héroïste qui paye extrêmement bien. j'ai retrouvé le deuxième point. Et plus largement, je ne pense pas qu'on ait eu des carrefours d'audience si massifs en fait, qui soient arrivés à maturité aussi rapidement dans l'histoire. Donc là, l'année dernière, il y avait 800 millions d'utilisateurs sur ChatGPT, 600 millions, alors ce pas des chiffres officiels, hein, 600 millions sur Gemini, mais globalement, vous avez plus de 10% de la population mondiale en fait, qui est là-dessus et ça ne fait que croître. Donc se dire, je fais fi de ce trafic-là, de ces carrefours d'audience, ça me paraît assez risqué. Donc, je pense qu'il y a un enjeu d'itérer, mais je pense que vous êtes convaincus. Vous avez un enjeu en fait à essayer d'être présent, recommandé sur ces sites-là, de commencer à expérimenter, parce qu'en fait, c'est tellement massif en termes de volume que c'est comme si demain vous disiez, en fait, on arrête de bosser avec Google parce que ça nous va pas. En fait, vous avez 98% des gens en France qui commencent leur recherche sur Google. C'est assez incontournable. Et donc, moi, je pense qu'il y a un deuxième axe qui est de se dire, en fait, c'est complètement incontournable aujourd'hui pour des marques d'adresser ces consommateurs dans ces canaux-là. On prend une dernière question ou deux. Donc, bonjour à tous, moi Guillaume Lambert, je m'occupe du développement e-commerce pour Nestlé au niveau de la zone Europe. Et justement, on parlait de catalyseur interne. J'essaie de défricher le sujet agent e-commerce pour Nestlé au niveau de la zone Europe. Je pense qu'il y a un énorme enjeu, et à mon avis pas que chez nous, pour arriver à mobiliser l'organisation autour de comment on arrive à avoir des KPI simples autour de l'agent e-commerce. Parce que mobiliser une organisation, mobiliser des marques, faire en sorte qu'en fait nos marques soient lisibles en LLM. Et donc, sur la partie online, évidemment, on a des outils comme nous, on travaille avec Nielsen HQ Digital Shelf, et c'est comment on mesure la performance Digital Shelf autour de notre part de search, l'availability et le e-content. À date, moi, ce que je cherche, en fait, c'est quel outil simple on a pour traquer ce que j'appellerais la LLM Shelf. Mais en gros, quelle est
discoverabilité de nos produits et de nos marques en LLM, un peu comme cet outil Nielsen HQ Digital Shelf, mais vraiment lié au LLM. Donc, vous, par rapport à ce que vous avez vu, les tendances un peu de fond, notamment aux États-Unis, quelle solution vous voyez un peu vraiment performante pour traquer cette performance de LLM Shelf, je dirais, d'analyse de justement ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui viendrait transformer la façon dont on pourrait aussi, de manière très factuelle, donner des KPI en interne à notre hiérarchie et dire là, il faut accélérer. Je sais que, par exemple, il y a des acteurs qui... nous, on est en train, de notre côté, de regarder activement quels partenaires pourraient nous accompagner là-dessus. La réponse qu'on a à date, c'est qu'on peut très bien traquer, par exemple, ce qu'on fait sur Amazon Rufus, qui est évidemment l'écosystème interne, mais on n'a pas une solution finalement unique pour traquer les différents LLM, que ce soit aussi sur des sites marchands ou autres. Donc voilà, je suis intéressé à avoir votre point de vue là-dessus. J'ai une réponse après. Ma zone d'expertise, désolé. Ceci dit, pour en avoir discuté déjà quelques fois, un des éléments importants, c'est de savoir aussi sortir du cadre. Aujourd'hui, généralement, on va avoir le réflexe de se dire, OK, est-ce que sur mes laits bébés ou sur mon eau minérale, je ressors quand j'ai une recherche vraiment précise là-dessus. C'est un point, mais maintenant, on l'a vu aussi, le mode d'utilisation du LLM est complètement différent et donc il faut arriver à comprendre comment l'utilisateur va être amené à être au pas de la porte Nestlé et est-ce que cette porte, elle va être ouverte à ce moment-là? Est-ce qu'on va vraiment montrer qu'on est Nestlé ou est-ce que c'est une porte complètement cachée? Donc c'est un des éléments importants dans la recherche, c'est de se poser cette question, comment l'utilisateur va interagir. Donc c'est peut-être par des nuages un peu de requêtes et voir où est-ce qu'on serait pertinent en tant que Nestlé à être dans ces requêtes. C'est peut-être ouais, ce que je pourrais vous conseiller. Maintenant, j'ai pas de... Après, enfin, je suppose que vous êtes suivi par des équipes chez nous. N'hésitez pas à pousser cette question et on reste en contact aussi. J'aiderai parce que je trouve que c'est très pertinent comme question et très intéressant pour savoir comment être plus présent. Si je peux me permettre pour compléter, c'est que, par exemple, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais parce que c'est pas. Mais pour revenir sur Amazon Rufus, qui évidemment est resté sur cet exemple-là. En fait, si on regarde dans Amazon Rufus, par exemple, il y a une quinzaine de questions. Mais dans cette quinzaine de questions, la réalité, c'est qu'il y en a 3 ou 4 qui vraiment sont pertinentes en fonction des produits qu'on a, des catégories. Mais nous, c'est ce qu'on a constaté chez Nestlé. Donc après, on peut faire tout un travail, effectivement. Mais dans les critères que je vois, et c'est là où je suis d'accord avec toi, Antoine, c'est que les KPI qu'on a habituellement ne sont pas les mêmes. Donc évidemment, en online, on va avoir la part de search, le content, le visibility, tout le monde connaît ça. Là, vu que c'est très lié finalement aux agents et aux prompts, par exemple, dans Rufus, c'est la redondance de mes mots-clés. Donc, il y a vraiment une dimension où on se rend compte que la redondance des mots-clés est vraiment capitale. Il y a la pertinence, et vous parliez de lisibilité des données, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment quelle est la pertinence de mes données dans le flux en fait, Rufus. Donc, c'est là où moi, j'essaie de voir concrètement quel outil peut nous permettre, dans cette nouvelle réalité LLM, et sachant que les KPI sont un peu différentes, mais ça tourne autour de la redondance et justement de la lisibilité, donc de la pertinence de nos données. Ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs que si par exemple, aujourd'hui, on va se dire, voilà, je montre tel type de lait pour enfants, etc., c'est un bon point. Maintenant, être capable de donner dans la description et de faire comprendre au LLM que ce lait peut être un lait anti-reflux. Donc, dans une requête, mon bébé pleure, je ne sais pas ce qui se passe. Le LLM veut dire, bah, alors voilà les 2-3 trucs à checker. Il y aura une histoire de nutrition. Et c'est à ce moment-là où peut-être le lien peut se faire avec un produit en disant, est-ce que vous avez testé ces 2 laits du marché qui peuvent aider à ça? C'est une nouvelle porte du coup là-dessus qui est beaucoup moins précise que j'ai besoin d'un lait anti-reflux. C'est une porte un peu détournée, mais ça veut dire qu'il faut que votre produit, donc toute la data, encore une fois, comme on l'a pensé, permette d'arriver là.
Et après, comment on trouve tout ça? Parce que là, c'est un exemple, mais il faut trouver les 100 000 autres. Ça va être effectivement de penser un peu tout autour de cette data. Qu'est-ce qu'elle peut permettre de comprendre et quels sont les ponts qu'elle va permettre de faire. Ouais, je vous invite à passer au stand Auréa. On a quelques outils qu'on utilise sur ces sujets-là qui sont assez sympas, desquels on est partenaire. Je vois l'heure qui tourne. Ce que je vous propose, c'est pas ça, c'est ça. C'est qu'on termine la table ronde. Il reste encore quelques encas au petit-déj, mais surtout, on a des équipes qui sont mobilisées pour faire des démos. Donc, il y a Astrid de Shopify qui est là-bas. Donc, espacez-vous un petit peu pour pas qu'il y ait trop un bouchon. On a Dulé de Brevo et Maxence de chez Auréa. Donc, allez vous balader sur les stands, posez toutes les questions et puis restez là pour échanger. On est là jusqu'à midi, si votre agenda vous le permet. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous.